J'avais 3 ans et j'avais 138 de QI. À la fin, il y a ce diagnostic-là qui est posé que je suis HPI. Je suis en mode, mais ça veut dire quoi? Genre, tu sais, je suis là, j'ai 3 ans, je suis en train de dessiner, je sais pas encore bien lire et tout. Et on me dit, tu vas pas à l'école, t'as 138. Et je suis en mode, ok. Et donc, je suis pas allée à l'école parce que mon père a pris en charge notre éducation. Et après, j'ai vécu toute ma vie en essayant de ni penser à ça, ni de m'accrocher à ça, parce que j'avais l'impression que c'était un peu ce qui faisait que du coup, bah, moi, j'étais dans une bulle par rapport aux autres. Donc, j'ai vraiment vécu ma vie de sorte à soit compenser l'avance, soit créer du retard pour pouvoir pas qu'il y ait de décalage entre moi et les autres. Et donc finalement, t'es pas allé à l'école. Et donc, je suis pas allée à l'école parce que mon père a pris en charge notre éducation. Donc, j'ai connu Adibou, j'ai connu tout en primaire, que j'avais supprimé une fois parce que je voulais pas faire cours et tout. Et je me souviens, mon père, il se réveille et tout, et il vient, il dit, ouais, lancez le logiciel et tout, et tout. Et genre, je me prépare et je vais vous faire cours et tout. Ouais, je trouve pas le logiciel et tout. Je l'avais supprimé parce que j'avais pas envie, enfin, voilà. Et donc, il nous a fait les cours comme ça. Donc, tout en primaire, je crois, ça faisait tout le programme jusqu'au CM2. À 3 ans, et donc après au primaire, comment t'as vécu le fait de pas être à l'école? On voyageait beaucoup parce que ma mère faisait beaucoup de congrès. Ma mère, c'est quelqu'un qui a eu un diplôme étranger. Elle a fait ses études de médecine en Inde. Et elle est arrivée en France en mode très forte, avec voilà, un diplôme étranger, etc. Et ça fait que pour avoir cette reconnaissance-là en France, etc., elle a enchaîné les congrès, les formations, etc. Il y en avait beaucoup dans le sud. Moi, je le vivais trop bien parce que j'avais l'impression d'être en vacances tout le temps. Et de temps en temps, ils nous faisaient cours dans la voiture. Enfin, moi, je me souviens que de ça. Après, peut-être qu'il y a eu d'autres choses qui se sont passées, mais c'est ce que j'en garde. Donc, agréable, je ressens pas le décalage. C'est plus à partir de mes 6-7 ans, en fait, quand on a arrêté de bouger, que là, j'ai vraiment senti que, en fait, du coup, je suis là et j'ai vraiment rien. C'est comme ça que je ressentais. Du coup, comment ça se passait avec les enfants de ton âge? Je me souviens pas d'avoir eu beaucoup... En tout cas, quand j'étais petite, je me souviens que j'avais une meilleure amie, c'était celle qui habitait vraiment juste en face. C'était nos voisins, c'était la fille de nos voisins. Elle venait tout le temps à la maison et tout, Céline. Si jamais le voisin. Ouais, elle venait tout le temps à la maison et tout, c'est ma super copine. D'ailleurs, on a encore des contacts aujourd'hui. Et à part elle, je me souviens pas d'avoir eu des contacts en mode... vraiment des liens créés avec d'autres enfants. Parce que comme on bougeait beaucoup, etc., en fait, j'avais pas le temps de créer des liens et je pense que mes parents n'encourageaient pas non plus qu'on crée des liens. Enfin, je me souviens qu'ils me répétaient beaucoup, ouais, vous devriez parler avec des gens plus vieux, etc., parce que votre intelligence, nanana. Et c'est pour ça que j'ai vraiment haï ce terme. J'ai haï ce terme. J'avais pas de contact jusqu'à mes 7 ans, quand... je pense pour compenser un petit peu le fait qu'on n'allait pas à l'école, etc., ils nous ont inscrits au conservatoire, faire des activités, etc., pour qu'on développe d'autres facultés. Et du coup, conservatoire, je me suis fait des copains, forcément. Enfin, on est en classe ensemble, on se voit au moins 3-4 fois par semaine. Du coup, je construis des liens avec eux. Natation, pareil, j'en faisais 3 fois par semaine, donc je voyais des copains souvent et tout. Puis après, on passait les années ensemble, donc j'ai construit des liens qui n'étaient pas forcément réguliers en mode tous les jours, mais qui créaient des liens avec d'autres enfants, ça se passait super bien. Elle se passait comment tes journées? Mes journées, c'était, je me réveillais. Une fois que mon père nous sentait assez autonomes, et ça s'est passé très très tôt, il venait juste nous voir de temps en temps, mais il restait pas vraiment avec nous pour nous faire les cours tout le temps. Donc j'étais j'étais vraiment en mode, en autogérance totale, hein. Moi et ma grande sœur à côté qui était un petit peu un parent de substitution. Et des fois, j'arrivais à laver ski et tout, je faisais d'autres trucs. Et puis j'attendais avec impatience l'heure de mes activités. C'était vraiment, c'est peut-être pour ça que j'ai autant connecté avec l'art, c'est que c'est le seul moment où je faisais un truc qui me faisait vraiment plaisir, qui me créait pas un décalage avec le monde, dans lequel j'avais l'impression de vraiment m'exprimer et de pouvoir, en fait, d'avoir quelque chose qui m'appartient, parce qu'au final, ce diagnostic qui m'a été posé, en fait, j'arrivais pas à me dire qu'il m'appartenait, dans le sens où j'avais l'impression que c'était... quand on a été diagnostiqué, mon père, il répétait souvent, oui, c'est grâce à moi, c'est l'intelligence de votre mère, etc. Et du coup, moi, en tant qu'enfant, j'avais l'impression que c'était un truc qui était extérieur à moi. Et ce que je pouvais développer et vraiment pousser au final, c'était les choses que... La musique, mon père, il en fait pas. Ma mère, elle en fait pas non plus. Donc si je réussissais dans la musique et que j'y arrivais, ça voulait dire que c'était quelque chose qui m'appartenait vraiment. T'avais l'impression que finalement, ce QI-là, ce 138, c'était plus la réussite de tes parents que quelque chose que tu méritais ou qui te servirait à quelque chose. Oui, et même dans la façon dont ils ont géré, entre guillemets, que ce soit je vais dire pas nos études, mais plus notre formation scolaire jusqu'au bac, c'est un peu ça. J'ai l'impression qu'ils projetaient sur nous des désirs ou alors, leur intelligence, et que c'était une façon pour eux de se revaloriser. Puis aussi d'autres questions, je pense, qui doivent intervenir. Je sais pas si c'est lié à ça, mais c'est quand même des personnes qui ont grandi au Congo, qui sont arrivées, qui avaient besoin de s'affirmer. Ma mère qui a un diplôme étranger, etc. Et je pense qu'ils avaient besoin
de se faire accepter, de montrer qu'ils étaient pas forcément une supériorité, mais montrer que il y a quelque chose de on a réussi, on a fait ça. Enfin, il répétait beaucoup ça, mon père. Et par exemple, bah, je vais sauter quelques années et je vais arriver au moment où je me réveille. Du coup, j'ai 13 ans. Et moi, du coup, je suis un petit peu extérieure à tout ce qui se passe et tout. Enfin, je sais que, bah, du coup, je fais l'école à la maison. Enfin, même au conservatoire et tout, on me pose des questions. Enfin, quand t'arrives en septembre, t'es dans ta classe. Et on dit oui, du coup, vous êtes en quelle classe? Et moi, je savais même pas en quelle classe j'étais parce que mon père, il nous faisait balayer tous les programmes et tout en mode, par exemple, en français, si j'avais bien compris toutes les notions, ben, il allait nous ouvrir un livre de seconde. En maths, si j'avais pas encore bien compris, j'allais rester en cinquième. Du coup, j'ouvrais tous les livres en même temps de toutes les classes. Et je savais pas en quelle classe j'étais. Et du coup, bah, un jour sur deux, je disais cinquième, un jour sur deux, je disais troisième et tout. Et en fait, c'était archi drôle. Et ça aussi, ça a fait que je le disais de moins en moins. C'est qu'en fait, je me rendais compte que je comprenais pas en quoi j'étais. En fait, j'avais l'impression que ma scolarité, elle était gérée par des... Enfin, on m'avait pas investi dans ma propre scolarité. Et du coup, je disais la classe dans laquelle j'étais. Et je me souviens que genre, j'étais en solfège, c'était ma première année, j'entends tout le monde rire et je comprends pas pourquoi. Et après, je rentre et je me dis, mais c'est vrai, je suis en quelle classe? En mode, enfin, c'est des questions que je me suis jamais posées parce que moi, j'étais à la maison, puis voilà. Et puis du coup, je me retrouve confrontée à des questions qui me sont posées à moi, qui me concernent et sur lesquelles je suis pas capable de répondre. Et c'est assez bizarre à gérer, quoi. Enfin, ça rend le truc encore plus extérieur à moi. C'est drôle parce que c'est vrai que pour la plupart des gens, savoir dans quelle classe on est et le fait d'aller à l'école, c'est un peu la base. Bah oui. Et donc toi, comment tu t'es construite sans ce quotidien-là, sans cette base-là? Il faut savoir que jusqu'à mes 14 ans, en fait, je disais que j'étais partie regarder en quelle classe les gens de 12 ans devaient être. Et du coup, j'ai commencé à répondre sixième. J'ai commencé à répondre la classe dans laquelle je devais être parce que j'avais trop la flemme de devoir tout expliquer, etc. Bah, je sais pas, normalement, t'as un enfant qui est HP, etc. Soit t'es scolarisé avec le CNED, soit t'as un accompagnement spécialisé, etc. En fait, c'est trop lourd à expliquer et trop compliqué. Moi-même, je comprenais pas trop. Enfin, j'avais commencé à dire, ouais, c'est mon père qui me fait cours, je suis voir le ciel. Enfin, j'ai 12 ans, enfin, je comprends pas et je peux pas expliquer quelque chose que je comprends pas. Donc, je disais que j'étais en sixième. Quand on me demandait après, je disais que j'étais dans la classe dans laquelle j'étais censée être, etc. Jusqu'au moment où j'en ai un peu voulu à mes parents par rapport à ça, mais au final, bah, c'était la suite logique, c'est que bah, du coup, j'ai 13 ans. Et je me souviens, c'est un lit en mezzanine et tout, et mon père, il débarque dans la chambre. Un peu comme si, tu sais, quelqu'un dit, vas-y, c'est l'heure de manger. Il fait, bon, bah, vous allez passer le bac français, vous êtes prête? Et je dis, bah, comment ça? Je dis, en mode, mais comment ça? Enfin... Et du coup, je me dis, bah, merde, parce qu'en fait, bah, si je dois passer le bac français, ça veut dire qu'il va falloir que je dise à mes copains que je suis pas en Il y a trop de trucs qui se passaient dans ma tête. En fait, toute la stabilité que j'avais construite qui me permettait de vivre sans revendiquer cette différence-là et sans que ça crée un fossé entre moi et mon entourage, me faire accepter et tout, parce que je savais pas comment ça allait être reçu, et ben ça s'écroulait parce qu'au final, j'allais passer mon bac français. Et du coup, bah, je le prépare et tout. Au final, bah, un peu en rush, la préparation, elle était chaotique. Je me souviens qu'il me dit ça bah, au moment des inscriptions au rectorat. Et après, il me réveille peut-être 4 mois avant quand il y a la lettre avec les heures des convocations. On me doit bosser dans 4 mois. Et du coup, je me souviens que je me mange des fiches de récapitulatifs de livres, etc. Parce qu'au final, bah, comme j'étais seule dans une chambre, ils captaient pas vraiment si je lisais ou pas. Donc en vrai de vrai, je lisais pas trop. Donc je devais rattraper tout le programme et tout en 4 mois, sauf que j'ai 12 ans. Enfin. Et puis il y avait les activités à côté, donc j'y allais de moins en moins. Donc bah, au final, ce que j'aimais beaucoup bah, je pouvais moins le faire. Et je me dis que bah, en vrai, si je réussis à avoir mon bac, etc., peut-être que bah, je vais pouvoir plus souffler et que je vais pouvoir reconnecter avec ce que j'aime. Ils vont se dire, bon, bah, du coup, elle a son bac, on va la laisser un peu tranquille et tout. Donc je me dis, vas-y, je me mets à fond, je l'ai. Et au final, mon bac français, je l'ai à 10 piles. Je me souviens, j'ai eu 9 à l'écrit. Non, 11 à l'oral, 9 à l'écrit, un truc comme ça. Donc tu as eu ton bac français à 12-13 ans. À 12-13 ans, ouais. Je me souviens que il y avait une journaliste de France 3 qui avait appelé pour bah, suivre mon parcours, etc. Parce que j'étais la plus jeune inscrite au rectorat de Lille, du coup, parce que je l'ai passé à Lille. Et j'avais refusé l'interview parce qu'en fait, je comprenais même pas pourquoi elle voulait m'interviewer. Et j'avais peur que ce soit mon père qui parle et qui raconte une vie qui est pas la mienne. Et du coup, j'étais en mode, bah non. Et je me souviens qu'il m'en avait grave voulu, en mode, comment ça, tu veux pas qu'on t'interviewe? Et j'étais en mode, mais mec, genre, enfin, enfin, c'est toi qui veux parler, c'est pas moi. Moi, j'ai rien à dire. Là, t'en parles en rigolant, mais on dirait quand même que t'as un peu
subi ce quotidien-là? Bah, parce que je comprenais rien à ma vie. Genre, en fait, j'avais l'impression que genre, je refusais des caprices à un enfant, mais je comprenais pas trop pourquoi il les faisait. Enfin, je comprenais pas d'où ça sortait, je comprenais pas. Enfin, mec, genre, déjà, j'arrive pas à comprendre ce qui m'arrive. Moi, je sens qu'il y a plein de trucs à côté desquels j'ai l'impression de passer. Enfin, il y a des expériences que j'avais envie de faire que j'ai pas fait. Je me souviens que bah, mes potes, ils me disaient, ouais, on a fumé notre première clope et tout et tout. Moi, je voulais tellement essayer, mais tu vas éclater de rire. C'est ma petite sœur qui m'avait cramé en train de faire cette connerie, mais. En fait, du coup, bah, j'avais aucun moyen de me procurer des cigarettes. Et je m'étais dit, bah, en vrai, fumer quelque chose en mode, c'était juste en mode, genre, tu prends un papier, tu mets un truc dedans. J'étais partie chercher une feuille à cage, je l'avais coupée, j'avais mis du thé dedans, genre. J'étais en mode, fallait que je teste. Fallait que je teste. T'étais dans ton adolescence. Bah ouais, mais sauf que genre j'étais en mode en décalage de tout parce qu'en fait genre j'étais pas, tu vois. Après je me suis dit non mais attends, je suis en train de faire des expériences mais je suis même pas en train de les faire bien. Donc en vrai je vais attendre de pouvoir les faire pour les faire. Et j'ai eu une sorte de tu vois, genre crise de la quarantaine que les gens ils font quand ils ont pas vécu leur enfance à 17 ans, quand je me suis retrouvée un petit peu toute seule, enfin quand je me suis retrouvée toute seule et que j'ai pu rattraper tout ce que j'avais pas fait de mes genre 12 ans à mes 16 ans. Enfin, je sais que genre à 17 ans, j'étais infernale. Genre vraiment. Et du coup, je pense que c'est important de vraiment vivre avec enfin, step by step avec les gens qui font les mêmes choses, les mêmes erreurs, les mêmes trucs et tout parce qu'après enfin, tu te retrouves vraiment dans une zone libre, parce qu'il y a enfin, aucune limite qui sont posées, puis c'est trop tard pour qu'on te les pose, parce qu'on considère qu'à 17 ans, t'as déjà fait ces trucs-là, tu vois. Est-ce que tu te souviens d'une conversation avec une copine, par exemple, je sais pas, ta voisine en face, où vraiment vous avez pu discuter longuement de ta situation, du fait que tu étais à l'école à domicile, que tu n'étais pas scolarisé, que voilà, tu étais en décalage avec les gens de ton âge et de ta génération? Euh, que très très tard. Que très très tard, parce que c'est des conversations que j'ai commencé à avoir bah, après mes 18 ans, en fait. Parce que quand j'étais petite, du coup, enfin, faut savoir que dans ma famille, ils sont très, voilà, on parle pas de ce qui se passe à la maison, etc. Et du coup, enfin, même la façon dont était gérée la scolarité, etc., enfin, je pouvais pas en parler. Donc, c'est des choses que j'évoquais pas. En fait, quand je sortais, c'était vraiment en mode juste, je parlais des activités, genre, je parlais de ce que j'avais construit en mode à l'extérieur, mais tout ce qui était à l'intérieur, et du coup, bah, ma scolarité aussi, j'en parlais pas. Donc, il y a plein de choses que j'ai conscientisées que très très tard, à partir de mes 18-19 ans, quand bah, j'ai commencé à avoir mes vrais liens, parce que je pouvais avoir des vrais liens durables, et du coup, bah, avoir ce genre de conversation, quoi. Mais sinon, non. Du coup, j'ai passé mon bac français à 13 ans, donc un an après, c'est le moment de passer le bac général. Je le repasse du coup en candidat libre. C'est ma mère qui gère les inscriptions et je suis inscrite du coup en SPSVT. Et ben, je le passe et tout. Même préparation, un peu en mode en bordel. Au final, bah, les seules matières que j'ai gérées, c'était les matières littéraires. Et ben, je l'ai pas eu. Et bah, c'est là que je repense à ce qu'on disait bah, par rapport au fait que j'avais plus l'impression que c'était bah, ça appartenait à mon père tout ce qui passait plus qu'à moi. Bah, c'est qu'au moment où je l'ai pas, du coup, bah, moi, j'ai pas encore conscience de ce que c'est l'échec, etc. J'ai pas de honte par rapport au fait que je puisse avoir un échec ou quoi. Mais quand je l'ai pas, mon père, il le vit tellement personnellement qu'il dit à tout notre entourage, du coup, bah, le conservatoire, la natation, etc., que on l'a eu. Donc, on doit arrêter les activités pour, parce qu'en vrai, ma mère, elle l'a embrouillé. Elle a dit, écoute, mec, genre là, inscris-les en terminale parce que tu vas les saper avec des échecs et tout et tout. Enfin, en mode, enfin, stop, tu vois. T'as réussi le bac français, bravo, mais maintenant, laisse-les. Et du coup, bah, il consent à nous inscrire en terminale dans un vrai établissement. Donc, je suis scolarisée dans un lycée pour passer mon bac. Et à ce moment-là, il dit à tout le monde bah, qu'on a eu le bac, etc. et qu'on part faire une prépa dans une autre ville. Et du coup, il nous change vraiment de ville. Genre, je me retrouve sans mes parents en mode loin parce qu'ils voulaient plus qu'on croise ces personnes-là, parce qu'ils voulaient pas qu'on dise qu'on n'avait pas eu le bac. C'était leur échec, c'était leur truc et tout. Et au final, enfin, c'est quelque chose qui a fait que j'acceptais pas du tout ce qui se passait par rapport au QI, par rapport à la notion d'HPI, pas HPI et tout. Enfin, parce que j'avais l'impression que c'était lui et c'était pas moi. Pourquoi ils voulaient pas que vous soyez scolarisé? Bah parce que justement, en gros, le professeur Terrassier a dit qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont été diagnostiqués HPI, qui, quand ils ont été mis dans des écoles, des systèmes, des circuits normaux, entre guillemets, ils ont lâché parce que bah, il fallait qu'ils sautent des classes, mais du coup, ils se retrouvaient avec des plus vieux, mais en même temps, ou alors on leur refusait de sauter des classes, enfin, apparemment des trucs comme ça, quoi. Et donc, ça a un peu mis de l'anxiété dans la tête de mon père, qui s'est dit, bon, bah, je vais gérer ça tout seul. Enfin, je sais pas quel cheminement il s'est dit, mais il s'est dit qu'il allait gérer ça tout seul. Et donc à 14 ans, tu t'es retrouvé pour la première fois dans une salle de classe. Ouais, mais comme un poisson dans l'eau. J'attendais que ça, j'étais la plus heureuse du monde. Parce que j'allais enfin voir des gens tous les jours, construire des liens tout le temps et tout. Enfin, en mode. Ouais, j'allais vivre ma petite vie Total Spice, quoi. Je suis au lycée, genre.
Et les profs, ils le faisaient remarquer à mes parents et tout, en disant que pour quelqu'un qui avait été scolarisé à domicile tout le temps et tout, il y avait vraiment genre zéro problème enfin, de sociabilité, de trucs et tout, en mode tout allait bien, quoi. Et justement, tu dis que tu aurais aimé avoir un accompagnement. Est-ce que aujourd'hui, tu as le sentiment que l'école, c'est aussi une école de la vie? Ouais. En fait, je pense que c'est pas pour rien qu'on dit telle classe, tel âge, etc. Enfin, il y a des envies que tu découvres, il y a des expériences que tu as envie de faire à tel âge que faut faire attention à ça quand on décide soit de prendre en charge tout seul l'éducation de son enfant en prenant en compte que, ok, il est HPI, mais ça reste un humain fragile qu'il faut construire, enfin un humain qui se construit, quoi. Et que si on fait avancer un truc trop vite, derrière, il y a la maturité émotionnelle qui suit pas. Enfin, il y a plein d'autres trucs que l'intelligence, quoi. Mais au moins, enfin, suivre derrière avec soit un accompagnement psy, soit faire en sorte qu'il soit entouré de gens de son âge pour qu'il puisse faire quand même les expériences des gens de son âge au moment où il doit les faire, quoi. Que je me retrouve pas à 15 ans avec des gens de 19 piges et que je fasse les mêmes trucs et que je sois en mode je comprends pas ce qui se passe, quoi. Parce que du coup, quand mes parents me posaient des limites à ce moment-là, je comprenais pas parce que il me disait, ouais, t'es trop. Comment dire, t'es en terminale, tu peux plus faire ça. Ah ouais, t'as 15 ans, mais tu peux pas faire ça. Je me dis, du coup, je suis où? Enfin, où est-ce que je me situe dans les expériences que je peux faire, dans ce que je dois vivre? Je suis censée faire une orientation de fac l'année prochaine. Mais en même temps, derrière, quand je veux sortir avec mes potes au McDo, ils me disent non. Je suis en mode, mais what the fuck? Je comprenais pas. Tu aurais aimé avoir un accompagnement psy? Ouais, ouais, ouais. Ne serait-ce que pour avoir une personne extérieure à ma famille, parce que pour le coup, j'étais vraiment en mode que avec la famille. Et les professeurs, du coup, je leur parlais pas trop. Enfin, j'ai vraiment appris à cadrer mes relations en mode ça, c'est famille, ça, c'est perso, ça, c'est ci. Et ça m'aurait un peu créé une sorte de safe place pour pouvoir dire, là, j'ai fait ça. Là, on me propose ça. Là, je ressens ça. Enfin, que je sache est-ce que mon émotion, elle est valide ou pas. Est-ce que si, est-ce que ça. Enfin, parce que du coup, j'ai tout appris sur le tas. Je me suis pris plein de claques, hein. En fait, tu avais le sentiment que finalement, tu as tellement été en décalage que tu as un peu grandi trop vite, mais que la maturité émotionnelle, elle n'a pas pu suivre du fait que Ouais. tu n'as pas vécu certaines expériences. Ouais. Là, j'ai 25 ans. J'ai commencé à avoir une psy en 2022. Et ça fait que, il y a 6 mois, que je considère que je commence à être un peu stable émotionnellement, en mode que je fais plus des expériences à droite à gauche, etc., pour essayer de rattraper mon enfance et tout. Et je pense que c'est un travail qu'il faut pas oublier de faire. Enfin, en mode, il n'y a pas que, les études et ce qu'on fait après et tout et tout. Enfin, parce qu'au final, je pense que quand on prend pas ça en compte et qu'on n'accompagne pas l'enfant, il va faire que se saboter jusqu'à ce que les choses soient en place, quoi. Et du coup, je me suis sabotée et tout. Enfin là, j'ai repris mes études de droit en 2020 après avoir été à droite à gauche pendant 5 ans pour essayer de faire mes expériences et tout, pour essayer de m'aligner avec mon âge, pour rattraper mon retard en fait. Alors qu'en vrai, j'avais pas de retard. Mais c'est parce que c'est ça que ça crée dans ma tête après. Est-ce que tu peux un peu justement raconter comment ça s'est passé le processus thérapeutique? Est-ce que ça t'a permis de peut-être comprendre un peu mieux les choix de tes parents, peut-être un peu mieux comprendre où tu te situais dans ce décalage? Je pense que le processus thérapeutique, il m'a aidée dans le sens où j'ai compris que mes parents aussi, ils auraient eu besoin, je pense, d'un accompagnement. Mais qu'ils l'acceptaient pas parce qu'il y avait beaucoup ce truc-là d'ego, de c'est nos enfants, personne ne sait mieux que nous et tout. Enfin, il y avait un mélange de plein de trucs. Mais je pense qu'ils auraient besoin d'un accompagnement pour leur dire, écoutez, là, il faut qu'ils fassent ça, là, ils ont besoin de ça. Et aussi pour leur dire, écoutez, vous êtes des parents et vous pouvez pas porter toutes les casquettes. C'est comme, même dans les relations amoureuses aujourd'hui, je m'en rends compte, c'est beaucoup grâce à ma thérapie que j'arrive à bouger les choses. Mais en fait, comme j'ai vu mes parents vouloir porter toutes les casquettes en même temps, alors que c'est pas ça, dans une relation, j'ai besoin de avoir telle personne qui est stricte avec moi, telle personne qui est là en mode affectif, telle personne qui, enfin, tu peux pas être et mon entraîneur et mon père et mon, enfin, c'est pas possible. Et bien, apprendre à vraiment bien, vous êtes des parents, vous êtes un accompagnement, mais vous pouvez pas être parce que c'est dur d'être objectif avec son enfant, même par rapport à l'acceptation de l'échec et tout. Après, enfin, quand t'es un parent et que ton enfant il échoue, du coup, si c'est toi qui l'as pris en charge complètement, du coup, c'est normal que tu portes plus l'échec et que t'aies plus de mal à l'accepter que si c'était l'école, quoi. Le fait qu'il ait été votre professeur? Ouais. Parce qu'au final, il a vécu comme un échec personnel, je pense. C'est peut-être pour ça qu'il avait. Parce que c'est lui qui avait honte, c'était pas nous. Et du coup, je me dis, enfin, s'il avait eu de l'accompagnement, on lui aurait dit, écoute, enfin, lâche prise. Ok, il y a ce diagnostic-là, mais. Enfin, c'est un diagnostic, c'est pas un chemin tracé. Ça m'a aidé à comprendre qu'ils avaient besoin d'un accompagnement. Ça, c'est sûr. Après, il y a encore plein de questions que je me pose, que je leur poserai peut-être un jour, je sais pas. Avec du recul, tu penses que vraiment tu as eu une vie de personne HPI? Ouais, je pense. Parce que je me souviens que mon père, il répétait souvent en rigolant, ouais, souvent les HPI, ils se sabotent, etc. Et maintenant, quand je regarde derrière moi, ma vie, c'est un enchaînement de sabotage. Plus maintenant, mais avant que je comprenne bien où je voulais aller, que c'était pas un handicap, que c'était pas une différence, etc. Enfin, je faisais que me saboter. J'avais peur qu'en fait, mais en fait, déjà, tout ce qui était relatif à mon intelligence, etc., j'avais pas envie d'évoluer dedans parce que j'avais l'impression que syndrome de l'imposteur.
en mode ouais, je vais réussir dans un truc pour lequel j'ai aucun mérite, parce qu'en vrai, tout part de mon père qui me prépare au test, tout part de mon père, en mode tout. Et tu donnerais quoi comme conseil du coup à quelqu'un qui a aujourd'hui, je sais pas, 10, 12, 13 ans et à qui on a diagnostiqué qu'il ou elle était HPI et qui est un peu perdu et en décalage avec les gens de son âge? Battez-vous pour vous faire accompagner. Mais pas accompagné forcément par un psy ou quoi, mais pour être entouré à la fois de personnes qui ont le même âge que nous, quand on n'a pas, je sais pas si vous avez 12 ans, 13 ans ou quoi, de personnes qui ont le même âge et de personnes qui comprennent ce que vous vivez et tout. Qu'on vous entende, qu'on vous comprenne, enfin, qu'on reçoive votre diagnostic comme il est et que ça vous mette pas dans une case non plus, parce qu'en vrai, enfin, même être HPI, ça met pas dans une case. Il y a plein de façons différentes dont ça s'exprime, quoi. Aujourd'hui, tu fais quoi dans la vie? Aujourd'hui, dans la vie, je suis couteau suisse. Je suis artiste globalement polyvalente et je navigue entre photo, stylisme et musique. Du coup, là, je porte ma marque grâce à laquelle j'ai peut-être quitté mon travail, que j'ai créé quand j'étais en master du coup l'année dernière, parce que je me suis rendu compte que je voulais pas évoluer dans le milieu juridique. En tout cas, je voulais pas exercer en tout cas la profession d'avocate. Et j'avais besoin d'argent et je me suis dit que j'aurais plus de fierté si j'arrivais dans ma vie à vivre de quelque chose qui sortait de ma tête, mais pas d'un diagnostic extérieur. Donc tout ce qui est imagination, création, etc. Si j'arrive à créer des produits qui plaisent et tout, je veux en vivre. Et du coup, j'ai créé cette pièce qui a plutôt bien fonctionné. Genre 3 mois après, il y a Aerostar qui l'a porté. Je suis en mode, mais non! Et du coup, voilà, je fais ça, je fais de la musique et je fais de la photo. En fait, tout ce qui peut permettre de rendre la vie un peu cinématographique, tout ce qui peut enjoliver les choses, tout ce qui peut... Je veux raconter des histoires, je veux poser des questions, je veux me poser des questions à moi-même, je veux trouver des réponses sur pourquoi, comment... L'enfance, beaucoup l'enfance. J'interroge, beaucoup les relations dans mes œuvres et j'invite beaucoup à l'interaction parce que c'est des questions auxquelles je réponds que quand je vois les gens à qui ça fait écho et je les entends parler et je fais ah, il a dit un truc intéressant et j'en ai besoin. En fait, je me nourris de ça. Aujourd'hui, pour vaincre un peu ce syndrome de l'imposteur, tu as vraiment besoin que ta réussite ne soit pas basée sur le chiffre de 138, mais plus sur ta vision, tes idées créatives, etc. Ouais, en fait, j'ai l'impression que là, si je veux être heureuse, faut que je trouve un métier qui fait appel à l'imaginaire et pas à l'intelligence. En fait, il faut que je sois créatif. En fait, il faut que je fasse ce que je fais. Faut que je continue à faire ce que je fais. Tu disais voilà, que tu faisais beaucoup d'œuvres par rapport à l'enfance, etc. Si c'était à refaire tout ce parcours-là, tu referais les mêmes choses, tu ferais les choses différemment, si tu avais le choix? Si j'avais le choix, sachant que les choses, elles sont déjà faites, et que je suis plutôt fière maintenant avec du recul de ce que je crée, je pense que je referais les mêmes choses. Parce que je pense qu'il y a forcément quelqu'un quelque part sur cette terre qui est tout seul, qui cherche une réponse que j'ai peut-être soit déjà trouvée, soit c'est une réponse à une question que je suis en train de poser. Parce que quand j'étais petite, je cherchais des modèles, je cherchais des gens à qui ressembler. Si on me disait, ouais, tu ressembles à qui? C'est qui ta star préférée et tout? À qui tu t'identifies, tout ça? Et j'étais en mode personne. Parce qu'en fait, je me sens en phase avec personne. Il y a personne qui a eu le parcours que j'ai eu de pas du tout aller à l'école. Enfin, de se retrouver dans une ville complètement seule à 14 ans, sans tes parents et tout, en mode avec un appel tous les soirs. Enfin, il y a personne qui a eu ça, quoi. Maintenant que j'ai construit ça et que j'ai construit mes réponses et tout, je pense que je veux refaire la même chose. Parce que c'est sûr que je suis pas seule.